Bonjour à tous, encore une fois. Moi, c'est Delphine Verstraat. Je travaille chez UCM en tant que conseillère en création d'entreprise avec une finalité durable. Donc, bienvenue, merci d'être venu. Donc, moi, c'est François. Et donc, on est toute une équipe. Je travaille au guichet entreprise et on est toute une équipe prête à vous accueillir dans nos bureaux. On a 3 bureaux sur Bruxelles. Et donc, voilà, ce sera avec grand plaisir de vous inscrire en tant qu'indépendant dans le futur. Voilà, alors ici, on vous a demandé de détailler à tous votre projet pour qu'on puisse au mieux personnaliser. Comme je le disais, il y a certaines autorisations, spécificités qui dépendent de chaque projet. Et donc, on va essayer de voir ça ensemble. Aujourd'hui, on va vous parler du profil de l'indépendant, de ses différentes conditions de démarrage. On va aussi vous parler des formes juridiques. Tiens, est-ce que vous voulez vous lancer en entreprise en personne physique ou en société? On va aborder le statut de l'indépendant. Qu'est-ce que c'est être indépendant? Le statut social, donc ses implications, ses droits, ses devoirs. On va vous parler en tant qu'entreprise de demain, au niveau de l'environnement, comment vous pouvez vous positionner par rapport à tout ça. On va aborder le plan d'affaires, le business plan, qui doit en faire un et dans quel cas. On va parler des aides financières bruxelloises. Alors ici, c'est une séance qui est destinée à toute personne qui se lance sur Bruxelles. Donc, si ce n'est pas le cas pour quelqu'un, vous pouvez l'indiquer dans le chat, puisqu'ici, on va vraiment donner les règles pour Bruxelles. Et enfin, on va finir avec une petite checklist des choses que vous devez faire pour vous lancer, pour démarrer demain. Alors, en guise d'introduction, aujourd'hui, vous avez tous un projet. A priori, vous êtes tous à des stades différents de votre projet. Certains ont peut-être juste l'idée, d'autres sont peut-être prêts à se lancer demain. Et cette séance va essayer d'aborder vraiment toutes les phases de structuration, de construction de votre projet jusqu'à la phase finale qui est obtenir un numéro d'entreprise et pouvoir facturer. Donc, en fonction de là où vous êtes tous les bienvenus et on va aborder ces différentes thématiques. Et alors, on a juste Marie qui habite en Flandre. Alors, on va détailler à certains endroits quand ça diffère pour la Flandre. Mais en tout cas, au niveau, à la fin, concernant tout ce qui est aide financière, là, on ne parle que des aides financières bruxelloises. Donc, on ne détaillera pas les aides de la Flandre. Mais sinon, François, on fera un petit point pour Marie. Et Céline est dans le Hainaut en Wallonie. Alors, Céline, il y a des séances d'information qui sont dédiées pour les personnes en Wallonie directement. Donc, soit vous voulez directement quitter la séance et reparticiper à une wallonne, soit vous vous dites, voilà, je prends déjà ce que je peux prendre. Ça, c'est un petit peu à vous de voir. Et alors, Pauline nous dit qu'elle va se lancer sur Bruxelles, mais qu'après, elle va voyager. Donc là, c'est encore autre chose. En tant qu'indépendant, vous pouvez voyager, mais si votre siège social, etc., est à Bruxelles, alors on compte sur le fait que vous vous lancez à Bruxelles. Donc, voilà, on va commencer par définir ce que est un indépendant, ce que signifie être un indépendant en Belgique. Donc, en fait, la définition est toute simple. C'est une définition par la négative. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, est indépendant en Belgique, est indépendante en Belgique, toute personne qui exerce donc une activité professionnelle et qui ne possède pas de lien de contrat et qui ne possède également pas de lien de subordination. Donc voilà, c'est une définition toute simple qui s'oppose donc à la définition d'un salarié, à la définition d'un fonctionnaire. Je ne sais pas si Delphine, tu veux ajouter quelque chose à cette définition, mais en tout cas, voilà, c'est la définition simple et efficace qu'on donne d'un travailleur indépendant. Alors, est-ce que vous avez le bon profil pour devenir indépendant? Il y en a pas mal qui se posent cette question. Vous pouvez retrouver des tests en ligne pour savoir si oui ou non vous êtes fait pour être indépendant. Mais en tout cas, nous, les conseils qu'on pourrait vous donner, c'est tout d'abord de dresser la liste de vos points forts et vos points faibles, vos qualités, vos compétences et ce sur quoi plutôt vous êtes moins doué et peut-être vous devriez être accompagné pour ces aptitudes plus faibles. Premier conseil. Deuxième conseil, discutez-en avec votre entourage au maximum. On entend souvent des personnes dire « Non, mais moi, mon projet est secret ». Ce n'est pas vraiment une bonne façon de faire selon nous. Au plus vous allez discuter de votre projet
et de votre activité future à votre entourage, au plus elle va vous challenger, elle va vous permettre de vous lancer au mieux. Donc, 2 petits conseils pour démarrer. Alors, on va commencer par un petit sondage. On voudrait vous demander le sondage. Voilà, je le publie à l'instant et je te laisse, François. Donc voilà, on va également regarder les réponses au sondage, mais je me permets de commencer, de dire que voilà, quand on se lance comme indépendant, il y a des conditions. Et c'est justement le but d'un conseiller, comme moi, de notre équipe, Wish Entreprise, c'est en fait de vérifier les conditions avec vous. Si après la séance, vous me dites, voilà, je veux trop être indépendant, on se fait un coup de fil et je vais vous poser des questions ouvertes et donc vérifier avec vous certaines conditions. Vous les voyez à l'écran, les premières conditions, c'est d'avoir au minimum 18 ans. Et également, on va en fait vérifier votre nationalité. Et également, et c'est pour ça qu'on pose la question du sondage, c'est qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait d'incompatibilité avec un autre statut. C'est pour ça qu'on se permet de vous poser la question de votre statut actuel. Parce que, par exemple, si vous souhaitez vous lancer en tant qu'indépendant complémentaire, et on va y venir dans la suite de la formation, c'est qu'il faut être sûr qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec votre statut actuel, en l'occurrence statut de salarié ou statut de fonctionnaire. Donc voilà, je vois que vous avez répondu au sondage, je vous remercie. En tout cas, voilà, c'est les 2 petites premières conditions qu'on vérifie au guichet, et c'est notre rôle de voir que vous pouvez démarrer en tant qu'indépendant, et c'est voilà, c'est ce qui est fait en amont avant une inscription en tant qu'indépendant. Donc il y a les sondages qui sont sortis, Delphine, je ne sais pas si tu as vu les résultats. Oui, donc peut-être juste précision pour les 50% environ qui sont salariés et un petit pourcentage qui sont fonctionnaires. Mais voilà, bien vérifier dans votre contrat de travail ou auprès de votre employeur qu'il n'y a pas de refus à ce niveau-là. Donc je vois qu'il y a eu aussi 2 étudiantes qui ont répondu. Et donc ça, étudiant indépendant, peut-être que vous l'avez entendu parler par des proches, par vous-même, avec vos recherches que vous avez déjà fait. Il y a un statut d'étudiant indépendant qui existe maintenant depuis 2017. Donc, il faut faire les mêmes démarches. Il y a juste quelques exceptions. Et donc, ça, à la fin, si on a le temps, on pourra en parler. En tout cas, vous devez faire les mêmes démarches qu'un indépendant dit classique pour vous lancer. Donc, voilà. On peut passer au slide suivant. Alors, les conditions de démarrage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer? De quoi on a besoin? Eh bien, en fait, il faut savoir qu'il faut respecter les fameuses conditions de démarrage, en l'occurrence, les connaissances de gestion de base. C'est aussi pour ça qu'on vous pose la question de qu'est-ce que vous voulez faire comme activité, parce qu'en fait, il y a des activités qui ne nécessitent pas d'avoir les connaissances de gestion de base. Mais de ce que je vois dans le chat, c'est beaucoup d'activités dites commerciales. Et donc, en fait, il faut prouver les connaissances de gestion de base. Sauf pour ceux et celles, et je sais qu'il y en a déjà 2 dans le chat qui l'ont dit, vous voyez l'encart en bas à droite, et bien depuis 2019, ces conditions n'existent plus pour toute personne qui sont domiciliées en région flamande. Donc voilà, je sais qu'il y en avait 2, notamment Laetitia, je pense, qui avait dit qu'elle était domiciliée en Flandre. Eh bien, on ne demandera pas les connaissances de gestion de base à Laetitia. Par contre, une personne domiciliée à Bruxelles, également en Wallonie, si vous êtes domicilié en Wallonie, vous pouvez venir ici dans notre bureau s'inscrire. Eh bien, on vous demandera les connaissances de gestion de base qui se prouvent via un titre, un diplôme, et notamment un diplôme de l'enseignement supérieur public. Et en fait, c'est notre rôle de conseiller, c'est que quand vous souhaitez vous lancer comme indépendant, on doit vous en parler et on doit faire le contrôle. On ne peut pas vous inscrire tant que le contrôle, le check du diplôme n'est pas fait. Et donc, c'est aussi notre rôle de vous expliquer plus en détail toutes les options qui existent. Et c'est vrai que principalement, c'est par un diplôme d'enseignement supérieur. Et donc voilà, ça c'est quelque chose à prévoir. Quand vous souhaitez vous lancer, c'est premièrement, regarder si vous avez toujours votre diplôme. Parce que des fois, on est diplômé il y a 10-15 ans, on a déménagé, ça s'est perdu dans les caisses de cartons de déménagement et donc on n'a plus notre diplôme. Il faut retéléphoner à l'école où on est diplômé pour réavoir le diplôme. Dans tous les cas, il faut avoir la pièce. Donc, si vous avez prévu de vous lancer d'ici 15 jours, d'ici une semaine, eh bien, il faut aller vite regarder si vous avez toujours le diplôme avec vous. Donc voilà, je sais pas, Delphine, si tu avais quelque chose à ajouter à ce propos. Mais donc voilà, ça, il faut pas hésiter. Il y aura une adresse en fait
on a une adresse qu'on met à la fin, c'est l'adresse du guichet, donc l'adresse mail du guichet entreprise. Et ça également, voilà, vous pouvez très bien faire une photo, faire un scan de votre diplôme et vous l'envoyer à cette adresse-là en indiquant que vous souhaitez qu'on vérifie votre diplôme. Donc voilà. Je vois qu'il y a des questions. Est-ce que c'est des questions relatives à ce que je suis en train de dire? Alors, je vois que Sophie. Alors, Oui. oui, la question de Sophie, peut-être, quelles sont les démarches pour demander une équivalence? Je suppose qu'il s'agit peut-être d'un diplôme d'un autre pays. Donc à ce niveau-là, François, est-ce que tu as quelque chose à préciser? Bon, c'est vrai qu'il faut, si vous avez un diplôme à l'étranger, alors fait à l'étranger. C'est pas parce qu'il vient de l'étranger qu'il est mauvais, qu'il est pas bon. Excusez-moi pour mon langage, qu'il n'est pas valable pour justifier les capacités de gestion. Et donc alors il faut demander à la région wallonne, à la région bruxelloise une équivalence. Comme ça, on pourra voir en fait votre diplôme. Oui. Mais je voulais dire peut-être même avant ça, pour savoir s'ils doivent demander une équivalence ou pas, peut-être qu'ils peuvent juste vous envoyer le diplôme, puisque dans certains cas, vous allez regarder si l'école est reconnue et donc il n'y aura même pas besoin de l'équivalence. C'est vrai. On peut également, excusez-moi, et donc merci Delphine pour ton intervention. Vous pouvez dans tous les cas toujours l'envoyer. Et donc nous on regarde avec nos programmes et on peut regarder si telle école qui est domiciliée à l'étranger est valable ou pas pour les connaissances de gestion de base. Donc j'habite en Flandre, Virginie. Alors Virginie pose une question très pertinente. Enfin, toutes les questions sont très pertinentes, mais Virginie dit que si dans un premier temps elle est en Flandre, mais qu'après elle déménage en Wallonie, eh bien oui, en fait, quand une personne commence une activité en Flandre, donc qui est domiciliée en Flandre, et s'installe dans nos contrées wallonnes, dans nos contrées bruxelloises par la suite, eh bien l'indépendante, dès que la domiciliation est effective, eh bien cette personne a 6 mois pour se mettre à jour. Et donc ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Imaginons là, vous êtes domicilié en Flandre et que vous souhaitez vous mettre à Bruxelles, il faut penser à ce scénario-là, de se dire que je dois me mettre en ordre et que je devrais donc prouver les connaissances de gestion de base dans les 6 mois. Donc voilà, Virginie, j'espère que j'ai répondu à votre question. Sophie, je vois que Delphine a répondu en direct. J'ai un master en droit économique et social, nous dit Enda Muzo. Eh bien, en fait, un master, c'est considéré comme un diplôme de l'enseignement supérieur. Et donc, ça s'obtient, donc voilà, après 5 ans d'études. Et donc, vous pouvez très bien m'envoyer, mais je dirais que l'ULB, voilà, c'est une université de l'enseignement officiel, enseignement public. Donc, a priori, ce serait top pour commencer son activité. Donc, voilà, pour commencer son activité. Et je vois que Delphine a répondu aussi à Davidé. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur les capacités entrepreneuriales. Peut-être ici juste une question. Le master exécutif est-il accepté? Je ne sais pas ce que vous entendez par exécutif, mais de nouveau, le mieux, c'est de pouvoir envoyer votre diplôme à l'adresse que nous allons vous communiquer en fin de séance. Et comme ça, François et les autres de son équipe pourront vraiment vérifier et vous dire quoi et avoir la réponse par écrit. Voilà. Donc, on va faire le slide suivant. Et donc, également, là, je parlais des connaissances de gestion de base. Il faut savoir qu'à Bruxelles et en Wallonie, eh bien, il y a encore pas mal de professions qui sont réglementées. De ce que je vois dans le chat, peut-être que Delphine, peut-être que tu as eu l'œil, je ne pense pas avoir vu comme projet qu'il y avait un projet qui nécessitait un accès à la profession. Il faut savoir qu'il y a encore une dizaine de professions, donc on dit carrément 27 professions réglementées, qui nécessitent également un titre, un diplôme. Donc en plus des connaissances de gestion de base, il faut prouver notamment les accès à la profession pour pouvoir exercer cette profession. Donc là encore une fois, c'est notre mission, c'est notre rôle en tant que conseiller de vous dire, de vous prévenir que telle activité nécessite de prouver l'accès à la profession. Donc, notamment dans la construction, dans l'alimentation, restaurateur, restauratrice, ça nécessite un accès à la profession. Et là, encore une fois, en Flandre, ils ont tout supprimé depuis 3 ans. Oui, voilà, il y avait peut-être juste deux questions. Quelqu'un qui disait dans l'événementiel, ça dépend ce qu'on entend par événementiel. Et puis une autre personne qui parlait de massothérapie, ça dépend ce qu'on entend par type de massage. Dans certains cas, ça peut rentrer dans le soin en personne. Mais donc là, de nouveau, une fois que vous contactez le guichet d'entreprise et vous détaillez au mieux votre activité, là, ils pourront clairement vous dire, mais a priori, comme dit François, j'ai reparcouru
je n'ai pas l'impression qu'il y a des professions réglementées parmi les participants aujourd'hui. En tout cas, ça n'a pas fait tilt dans nos esprits, donc voilà. Donc, comme dit Delphine, ouais. Par la suite, n'hésitez pas à nous contacter, à décrire vraiment de A à Z. Enfin, en fait, pas un roman non plus de 300 pages, mais voilà. N'hésitez pas à bien décrire votre activité, comme ça, on vient vers vous et on vous dit attention. Là, il y a un accès à la profession, avez-vous le titre? Et alors juste, on a Suzanne qui nous a rejoint, qui dit qu'elle habite dans la province du Luxembourg. Donc ici, on est vraiment sur une séance dédiée à Bruxelles et au démarrage à Bruxelles. Donc il y a des séances qui sont dédiées à la région wallonne. Donc si vous voulez, vous pouvez quitter et participer à une autre. Ou alors vous dites que vous continuez et puis que vous prendrez les informations de la région wallonne plus tard. Donc ça, c'est vous qui voyez. Je te laisse, François. J'avais fini, donc j'avais bien. Et donc voilà, ce travail de vérifier les conditions, c'est ce qui est fait en amont avant un rendez-vous. C'est que on téléphone, on s'appelle, on discute, on échange par mail, et comme ça on vérifie ensemble si vous avez donc soit toutes les connaissances de base, soit également que vous arrivez à prouver les professions réglementées. Donc voilà. Ensuite, et là je sais que ça va intéresser quelqu'un qui avait dit qu'il voulait aller sur les marchés. Je ne sais plus qui avait comme projet de vendre sur les marchés. Je vais aller dans le chat commerce ambulant. Voilà, c'est Aminata qui avait dit qu'elle va vouloir vendre donc sur un marché. Et là aussi, c'est le rôle du guichet entreprise, c'est que quand ben voilà Aminata viendra dans nos bureaux, eh bien et que Madame nous dira voilà je veux vendre sur les marchés, bim en tant que conseiller eh bien, on vous avertit qu'il faut en fait demander à la région une carte, on appelle ça sobrement une carte ambulante. Et donc ça peut être fait en fait lors du rendez-vous. En fait, lors du rendez-vous, c'est un coût fixe qui est demandé par la région bruxelloise. Eh bien voilà, on fait avec vous la démarche et on envoie votre demande. Et comme ça, en fait, la carte ambulante, c'est une carte physique, comme une carte bancaire. Et vous voyez qu'il y a énormément aussi d'autres autorisations. Et donc toutes les autorisations, c'est ce qui est faisable en rendez-vous. Et notamment l'APSCA, je ne sais pas si quelqu'un veut vendre de la nourriture. Eh bien, l'APSCA, ben, je pense que vous le connaissez, hein, c'est une institution publique qui existe depuis une vingtaine d'années. Elle fait des contrôles, elle met toutes les stats de contrôle sur son site web. L'année passée, j'ai vu qu'il y avait plus de 6000 contrôles. Eh bien voilà, l'APSCA, il faut prévoir, il faut demander une autorisation dès qu'on a la nourriture, dès qu'on a une activité qui touche la nourriture. Même la nourriture pour animaux, eh bien, il faut demander à l'APSCA. Donc voilà, ça, c'est une autorisation. Toutes les autorisations sont faites lors du rendez-vous d'inscription. Et voilà, on fait ça ensemble et comme ça, on est sûr que tout soit bien mis dans les cordes pour commencer. Je ne sais pas si Delphine, tu veux ajouter pour tes deux permis. Alors, j'ai vu que certaines personnes allaient avoir un local, que ce soit pour les cours de yoga ou pour autres. Donc, quand vous allez avoir un commerce, un bureau, un local que vous allez louer, que vous allez acheter, on vous invite à vraiment vérifier votre permis d'urbanisme, donc de l'endroit. Avant de signer un contrat de bail, vérifiez vraiment que ce local, en fait, est destiné à l'activité que vous allez faire. Je m'explique. Il ne suffit pas de trouver un lieu. Ce lieu a une attribution auprès de la commune. Et donc, il faut vérifier que le permis d'urbanisme est pour cette attribution-là. Donc, on ne peut pas faire un bureau dans un commerce et inversement, par exemple. Donc, à bien vérifier auprès de votre commune. Deuxième chose, c'est par rapport au permis d'environnement. Certains métiers, certaines activités nécessitent un permis d'environnement. Et là, vous pouvez aller retrouver les informations sur mypermit.environnement.brussels. Et là, vous pouvez aussi demander votre permis d'environnement. On va parler notamment des bouchers, des boulangers, des coiffeurs. Sont toutes des fonctions qui nécessitent un permis d'environnement. Voilà. Alors, Aminata nous parlait du coup qu'elle ne compte pas faire des marchés, mais elle compte faire des foires et des expositions à l'international. Alors, a priori, François, tu me corriges, mais à l'international, alors il s'agit du droit du pays dans lequel vous allez. Ici, on parle de la Belgique. Et en Belgique, dès qu'on va sur des foires ou des salons de manière régulière, il faut une autorisation ambulante. Si maintenant vous allez au Canada, en France, n'importe où, ce sera la réglementation, la législation de ce pays-là. Oui, voilà, très juste ce que Delphine a dit. Et alors, on a une petite question de Sophie qui demande qu'est-ce que le numéro EORI, François?
C'est lorsque vous souhaitez et que vous faites de l'importation. C'est un numéro qui, en fait, vous permet d'être identifié à la douane pour faciliter le commerce import-export. Et donc là, voilà, c'est une autorisation qui est à faire. Et en fait, votre numéro IORI est le même numéro que votre numéro d'entreprise. Et donc ça, c'est en fait un formulaire à envoyer au SPF. Et comme ça, voilà, ils sauront que Madame Parden, c'est un numéro IORI. Et ça peut faciliter donc les échanges douaniers voilà, quand vous faites de l'import-export. Alors, peut-être juste pendant que moi je vais expliquer ceci, si François, tu peux répondre à Suzanne dans le chat avec le lien vers les séances wallonnes. Ok, je vais chercher ça. Alors, maintenant nous allons aborder ensemble, et je vais commencer par un petit sondage. On va parler de la forme juridique. Donc, qu'est-ce que c'est une entreprise en personne physique? Qu'est-ce que c'est une entreprise en personne morale, c'est-à-dire une société? Et finalement, quels sont les avantages et les inconvénients? Donc, ce que je vais d'abord vous demander, c'est de m'indiquer, tiens, si vous voulez vous lancer en entreprise en personne physique, ou si vous voulez vous lancer en société, ou si tout simplement vous ne savez pas. Évidemment, il n'y a pas de souci. On va en discuter directement. Je vois que la majorité des personnes ici, c'est pour vous lancer en personne physique. C'est souvent le cas quand on débute. Et l'autre moitié qui ne sait pas. Donc, merci pour vos réponses. Alors, les avantages d'une entreprise en personne physique, il y en a plusieurs. D'abord, vous pouvez vous lancer assez rapidement. L'administratif est assez simple, on va vous en parler après. Il est peu coûteux. Vous n'avez pas besoin de capital de départ légal, en tout cas pour démarrer. Et vous avez une indépendance qui est complète. Donc, c'est rapide. Vous avez votre numéro d'entreprise et vous pouvez vous lancer. Au niveau des inconvénients, vous allez avoir une responsabilité qui va être illimitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de faillite, on pourrait aller rechercher sur votre patrimoine privé, puisque votre entreprise en personne physique et vous-même, il ne va pas y avoir de différence directe. Au niveau des inconvénients, un autre inconvénient que la responsabilité, ça va être que vous êtes taxé par tranche d'imposition. Je vais vous les mettre directement à l'écran. En entreprise en personne physique, on est taxé par tranche, c'est-à-dire que de 9 000 à 13 000, on est taxé à 25 %, de 13 000 à 24 000, 40 %, 24 000 à 42 000, 45 % et au-dessus de 42 000, 50 %. Alors, petite question, vous pouvez y répondre dans le chat. Si vous gagnez en entreprise en personne physique 45 000 € par an, combien d'impôts allez-vous payer? Vous pouvez y répondre dans le chat. Donc, si vous gagnez 50 000 €, combien d'impôts est-ce que vous allez payer? Si quelqu'un veut y répondre directement. Voilà, on a une première personne qui dit 50 %. Je profitais justement de cet exemple pour vous dire, ben non, en fait, vous n'allez pas payer 50 % d'impôts. Comment ça se passe? Vous allez payer 50 % que sur la tranche au-dessus des 42 370, donc c'est-à-dire sur les 2 630 € restants, vous allez payer 50 %, et sur les tranches d'en dessous, vous allez chaque fois payer 45, 40, 25, etc. Et donc ça se passe pour le moment déjà, si vous êtes salarié, c'est déjà comme ça. Donc ça, c'est l'impôt des personnes physiques. En personne morale, en société, vous avez une responsabilité qui va être limitée à la hauteur de vos apports. C'est-à-dire que si je crée une société et que je mets 20 000 € de capital dans ma société et que je fais faillite, le curateur va pouvoir venir chercher mes 20 000 €, mais ne va pas pouvoir aller piocher dans mon patrimoine privé. Donc, on a une personnalité juridique qui lui est propre à la société et donc on a une responsabilité qui est limitée. Ça, c'est évidemment un avantage. L'autre avantage, c'est qu'on est taxé à un taux fixe. On vient de voir le taux d'imposition de l'entreprise en personne physique, qui est taxé par tranche, et la société, elle est taxée à un taux fixe qui est de 25 % en taux de base, et dans certains cas, vous pouvez être à 20 %. Donc, on voit qu'on a une différence ici, en tout cas, en termes d'imposition. En société, vous pouvez aussi être plusieurs, donc ce qui permet de pouvoir avoir des associés, de pouvoir augmenter la part financière de base. Alors, peut-être François, si tu sais répondre à des questions par écrit dans l'onglet questions, en tout cas celles qu'on sait répondre directement, je veux bien. Alors, au niveau des inconvénients,
pour la société, on va avoir un capital minimum qui va être requis dans certains cas. C'est-à-dire que si vous lancez une société, une SRL par exemple, que vous lancez un commerce ou que vous vous lancez en consultant RH, vous n'allez pas avoir du tout les mêmes investissements de base. Le commerce, il va déjà avoir 6 mois de garantie locative, tout son stock, etc. Donc, dire d'avoir un capital en dessous de 100 000 euros, ça paraît quasi impossible. Tandis que le consultant RH, a priori, ce qu'il a besoin, c'est quoi? C'est un ordinateur, un téléphone, et c'est tout, presque. Et donc, s'il met un capital de 1 000 euros, a priori, c'est bon. Donc, le capital doit être en rapport avec votre activité. En société, vous avez un administratif qui est plus complexe. Vous devez passer chez le notaire, faire un plan financier, faire des statuts. Et donc, le démarrage va être plus long. Vous ne pouvez pas dire, tiens, je prends rendez-vous demain chez François, j'ai mon numéro d'entreprise. Ce n'est pas possible en société. Il faut s'y prendre plus à l'avance et le démarrage sera plus coûteux. Alors, on ne va pas aborder aujourd'hui directement toutes les formes de société qu'il existe. Mais vous avez un petit aperçu ici. La forme la plus connue, c'est la SRL, donc anciennement la SPRL. C'est une forme de société qui se fait par acte authentique chez le notaire. Vous devez être au minimum une personne, un administrateur, un fondateur, et vous devez faire un plan financier déposé chez le notaire. Alors, je vais prendre une petite question. Comment avoir ces informations quant à l'international, l'autorisation belge? Ah oui, donc là, on parle toujours des commerces ambulants. Alors, pour moi, vous pouvez peut-être voir ça auprès de l'AWEX. L'AWEX, sauf que c'est en Wallonie, donc il faudrait voir pour Bruxelles, peut-être auprès du 18-19 pour Bruxelles, pour savoir comment faire quand on veut travailler à l'étranger. Vous pouvez poser cette question au 18-19 par rapport au salon, mais comme c'est propre à chaque pays, moi je dirais aussi de poser votre question directement à l'organisateur du salon, qui lui est censé connaître la législation de son pays. Je suis en train de répondre à Pauline. Oui, je voyais. Ouais. Parce que voilà, je pense Sirène, c'est en France. Hein. C'est en France et en Belgique, on parle de numéro BCE et numéro de TVA. Ah voilà. Donc, du coup, je mets qu'on a répondu à cette question-là aussi. Et alors, concernant ici la question, tiens, en e-business, est-ce que c'est plus avantageux de se lancer en personne physique ou en personne morale et pourquoi? Alors, il n'y a pas vraiment par rapport au secteur d'activité. Si je reprends un peu le tableau, ça va dépendre si, vous êtes plusieurs. Si vous êtes plusieurs, d'office, on va se lancer vers une personne morale pour avoir une forme d'entité juridique où on se lance à plusieurs. Autre chose, si vous gagnez un certain montant, c'est plus avantageux d'être taxé à taux fixe et donc d'être en personne morale. Dans tous les cas, il est possible de passer de l'un à l'autre. Donc souvent, quand quelqu'un désire de démarrer, on va se lancer en entreprise en personne physique, si on est seul par exemple, et quelques années plus tard, on pourrait passer en société. Ça, c'est tout à fait quelque chose qui est possible. Et petit point aussi à vous dire, c'est peut-être en termes de temporalité. Est-ce que c'est une activité que vous comptez faire pour 6 mois, 1 an, 2 ans, ou est-ce que dans votre avenir, vous voyez être indépendant tout le restant de votre carrière? À nouveau, là, peut-être que la société peut être abordée, tandis que si vous comptez faire cette activité juste pour tester quelques mois ou quelques années, ça ne vaut pas la peine de créer une entité comme une société qui est beaucoup plus contraignante à créer qu'une entreprise en personne physique. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions actuellement. Donc, François, je te propose de passer à la suite. Donc, alors, le statut de l'indépendant et ses applications. Donc, voilà, là, on parlait numéro d'entreprise, on parlait autorisation. Eh bien, en fait, qu'est-ce que ça implique d'être indépendant? Indépendant, c'est un social comme les salariés et fonctionnaires. Et donc, qui est travailleur indépendant? Quel statut principal ou complémentaire? Comment calcule-t-on les cotisations sociales? Quels droits? Donc, c'est ce qu'on va développer maintenant ensemble. Donc, premièrement, eh bien, qui est indépendant? Il faut savoir que vous allez, en fait, quand vous allez avoir votre numéro d'entreprise, vous êtes considéré comme chef d'entreprise. Donc voilà, vous êtes chef d'entreprise. Également, il existe d'autres sous-catégories qui sont également considérées comme indépendants. Donc vous voyez
qu'à l'écran, il y a plusieurs types. Il y a l'aidant. Quand, ben voilà, en fait, vous êtes chef d'entreprise et vous avez besoin d'un coup de main, eh bien, on appelle ça sobrement un aidant. Vous faites appel à un ami, à quelqu'un de votre famille, eh bien, cette personne, en fait, sera considérée comme indépendante. Elle s'affiliera à une caisse d'assurance sociale, payera chaque trimestre de cotisation sociale et sera donc couverte pour ses droits sociaux et donc sera considérée comme un indépendant. Le jour où vous créez vos sociétés, vous serez considéré comme un mandataire de société. Un administrateur est en fait indépendant. Il doit s'affilier à une caisse d'assurance sociale. Ensuite, ouais, je vois que Delphine a lancé le sondage. Donc, il y a un sondage qui est fait. Voilà, on attend vos réponses. Et comme ça, après, on parlera donc de ce statut d'indépendant complémentaire, qui est donc une catégorie qui existe. Et je pense que dans le chat, quand vous avez posé la question au début, je pense qu'il y avait des personnes qui souhaitaient se lancer comme indépendant complémentaire. N'hésitez pas à mettre un petit moi, je veux être indépendant complémentaire dans le chat. Comme ça, on peut revoir qui a le souhait d'être indépendant complémentaire. Et on peut très bien commencer comme indépendant complémentaire. Il peut après switcher vers indépendant principal. Donc voilà, on va voir la condition qui fait qu'une personne en Belgique est considérée comme indépendant complémentaire. Donc alors on va voir les réponses au sondage. Donc 45% combiné l'activité. Eh bien, alors, qui est considéré comme indépendant complémentaire? Eh bien, vous voyez donc la réponse en bas à droite. Il faut au minimum avoir un mi-temps. Vous pouvez très bien travailler 38 heures sur 38 et être considéré et vouloir être indépendant complémentaire. La seule condition, c'est qu'il ne faut pas descendre en dessous du mi-temps. Donc voilà, comme ça, vous voyez les conditions pour être complémentaire. Et c'est un bruit du couloir. On pense souvent qu'être indépendant complémentaire, c'est lié au revenu. Eh bien, pas du tout. La seule condition pour être indépendant complémentaire, c'est donc d'être couvert par un autre régime. Et donc voilà, si vous souhaitez être indépendant complémentaire et garder votre temps plein, vous avez le droit. Donc voilà, c'est la condition. Et lorsque vous vous inscrivez en tant qu'indépendant et que vous me dites, voilà, moi je veux être indépendant complémentaire, on vous demande une preuve. Donc votre contrat de travail, une fiche de paye, et comme ça on peut voir que vous avez le droit d'être indépendant complémentaire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a une question qui est posée. Je vois que dans le chat aussi. Donc voilà, je vois que, ouais, voilà. Il y a déjà 3 personnes ici qui veulent être indépendants complémentaires. Et en fait, quand on est indépendant complémentaire, c'est les mêmes obligations, en fait, que pour être indépendant principal. Vous devez avoir un numéro d'entreprise, un numéro de TVA, vous devez vous assujettir à une caisse d'assurance sociale. Et voilà, c'est les mêmes obligations, à la différence que vous payerez des cotisations sociales moindres. Et donc ça, on va y venir par la suite. C'est des cotisations sociales moins élevées, forcément, parce qu'en fait, vous cotisez déjà en tant que salarié ou en tant que fonctionnaire. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si Delphine veut ajouter quelque chose. Non, tu vas continuer, je suppose, à dire par la suite, justement, en termes de cotisation sociale, les différences. Donc, Voilà, je vois qu'il y a Louise Coyette qui a posé une question. Quand est-il conseillé de prendre un comptable pour indépendant complémentaire? Est-ce que Delphine, tu saurais répondre à cette question? oui, alors on ne va pas aborder la comptabilité de l'indépendant aujourd'hui, mais peut-être juste une information. On vous conseille tous de prendre un comptable. Que vous soyez indépendant complémentaire ou principal, votre comptabilité sera la même. Vous devrez tous avoir une comptabilité qui sera identique. Cela dit, si vous êtes doué dans les chiffres ou si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez en entreprise, en personne physique, faire votre comptabilité vous-même, tandis qu'en société, ce n'est pas possible. C'est obligatoire d'avoir un comptable. Donc, si vous vous sentez capable et que vous voulez quelques conseils, on peut vous en donner via le service du mouvement UCM. Eh ben, vous pouvez faire votre comptabilité vous-même, mais on vous conseille quand même de prendre un comptable pour ceux qui s'en sortent moins, même si ce n'est pas obligatoire en entreprise, en personne physique. On vous invite vraiment à être aidé par un comptable au moins une fois par an ou par trimestre pour ceux qui devront remplir une déclaration à la TVA. Et aussi, je me permets de compléter mon intervention par le fait qu'ici encore, on peut très bien, notre guichet d'entreprise, faire un contrôle en amont. Imaginons que vous êtes enseignant et vous posez la question de savoir si vous pouvez être complémentaire. Eh bien, contactez-nous. On vous posera des questions et comme ça, vous vous assurez que vous avez le droit d'être indépendant complémentaire en fonction de votre contrat de travail, vos fiches de paye. Donc là aussi, il y a un travail en amont qui peut être vérifié, comme les conditions, en fait, quand je parlais au début des conditions générales. Eh bien, là aussi, vous pouvez très bien nous envoyer votre contrat de travail, et comme ça, on vérifie ensemble si vous avez le droit d'être indépendant complémentaire. Donc voilà.
Ensuite, comment en fait un indépendant, à l'inverse d'un salarié ou d'un fonctionnaire, se doit en fait de cotiser pour ses droits sociaux par lui-même. Il est indépendant, il est responsable. C'est un des devoirs de l'indépendant, c'est en fait de chaque trimestre payer ses cotisations sociales pour se garantir ses droits sociaux. Et je vous montrerai les slides d'après quels droits sociaux ont droit les indépendants ont les indépendants. Eh bien, il faut savoir que les cotisations sociales, ça représente toujours 20,5% de votre revenu net. Donc, vous voyez le calcul qui est fait, l'explication qui est mise à l'écran. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose à prévoir au début de votre activité, c'est de dire combien est-ce que je vais gagner. Nous, en tant que conseiller, quand on vous affilie, on vous pose la question du revenu et je vais vous montrer le slide d'à côté. Je vous montre le slide maintenant. C'est que si vous ne savez pas combien vous allez gagner, parce que c'est parfois difficile de savoir combien on va gagner en début d'activité, eh bien l'État a tout prévu. L'État a tout prévu et vous voyez qu'il y a un minimum qui est donc les montants qui sont mis tout au-dessus en haut à droite de l'écran. Il y a un minimum en tant que principal, il est de 875 € par trimestre. Donc voilà, ça c'est les cotisations sociales trimestrielles minimum en tant que principal. Et également, vous voyez que les cotisations sociales trimestrielles en complémentaire sont moins élevées. Parce que comme j'ai dit, en tant que complémentaire, en fait, en tant qu'indépendant complémentaire, vous cotisez pour vos droits sociaux dans votre régime salarié, votre régime de fonctionnaire. Et donc, alors, comment ça fonctionne? Imaginons, vous venez au bureau en janvier 2023 et vous me dites, voilà, moi, je vais commencer comme indépendant en janvier 2023. Eh bien, je ne sais pas combien je vais gagner. Et donc, alors là, je vous explique qu'il y a le minimum, les cotisations sociales minimum. Et ensuite, vous voyez qu'il y a des flèches. Il y a des flèches. Ici, on est en 2023. Et en 2026, en fait, on aura donc vos vrais revenus. Et il y aura donc vos vrais revenus qui sont communiqués par le fisc. Et il y aura donc une régularisation qui sera faite de vos cotisations sociales. Et donc, en fait, en début d'activité, vous payez en fait des cotisations sociales provisoires. Et ce qu'il faut toujours se dire, et la clé, c'est la communication entre UCM et vous. On est toujours disponible pour répondre à vos questions. Imaginons, vous commencez votre activité en 2023 là maintenant, et en fait, vous cotisez sur un montant plus élevé, et vous vous rendez compte que finalement, vous allez gagner moins, ou inversement, ça marche dans les deux sens. Il ne faut pas hésiter à nous le dire. Comme ça, on n'attend pas que le fisc nous communique vos revenus, et on adapte vos revenus. Donc, c'est aussi possible de faire ça. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui viennent sur le chat. Je vois que Delphine est en train de répondre. Ah, oui, trop j'ai bien. répondu sur mesure. Super. Je te remercie. Donc voilà, la question des cotisations sociales, voilà, c'est un petit élément à réfléchir avant de se lancer et de se dire que dans tous les cas, il existe toujours le fait de cotiser sur le minimum. Donc, ensuite, pourquoi est-ce que vous cotisez? J'ai été un peu trop lent. Pourquoi est-ce que vous cotisez? Eh bien, vous cotisez pour vos droits sociaux. Les droits sociaux des indépendants ont énormément évolué. Si on avait donné la formation il y a 20-30 ans, on n'aurait pas eu les mêmes droits. Peut-être que vous avez des parents qui ont été indépendants dans le passé et qui vous disaient que les indépendants n'avaient pas le droit de droits sociaux. C'est faux. Les indépendants ont des droits sociaux. Et donc les voici. Vous voyez que les indépendants ont droit à des remboursements en cas d'incapacité de travail, ont droit à des prestations familiales. Si vous avez un heureux événement, vous avez également le droit à un congé de maternité, vous avez également le droit à une pension. Et donc voilà, vos droits sociaux existent. C'est pour ça qu'il ne faut jamais hésiter, quand vous êtes indépendant, à nous poser vos questions. Et donc comme ça, on vous dira vos droits, on vous rappellera vos droits avec grand plaisir. Donc voilà, je ne sais pas si Delphine, tu veux ajouter quelque chose sur ces droits sociaux? Non. Donc là, je suis en train de checker s'il n'y a Voilà. pas d'autres questions. Alors, une petite question de David. Combien paye-t-on de cotisations sociales avec les avantages du début de l'activité? Il va commencer le 15 mars, donc 4e trimestre de l'année. Combien est-ce qu'il va payer de cotisations sociales? Et bien, en fait, un trimestre d'activité est indivisible. Quand vous commencez le 15 mars, c'est comme si vous aviez, en fait, entre guillemets, commencé le 1er janvier. Et donc, vous aurez donc un trimestre entier à payer dans ce cas, en fait. Comme si vous avez commencé le 1er janvier, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Donc, peut-être s'il y a moyen pour vous de commencer au 1er avril, mais en tout cas, voilà. Quand vous commencez le 15 mars, c'est comme si vous avez commencé au 1er janvier, et donc, vous aurez donc à payer un trimestre de cotisation sociale dans son ensemble.
Et une autre question de Charlotte qui dit « Est-ce que la pension est identique pour les femmes et les hommes et quel est le montant minimum ?» Cette question, je vais vous répondre par la suite. Le changement vient d'avoir lieu pour la pension, mais en tout cas, les pensions sont identiques pour les femmes et les hommes. Et pour le montant minimum, je vous l'enverrai alors par mail, parce que je ne connais pas le montant exact. Je sais qu'il a été rehaussé récemment. Et qu'il est du coup maintenant équivalent à celui des salariés en termes de montant minimum, mais en effet, en tout cas, les hommes et les femmes, c'est tout à fait identique. Une autre question de Virginie sur les droits sociaux. Est-ce qu'ils se cumulent avec ceux en tant que salariés? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on a des avantages supplémentaires si on est salarié et indépendant? Mais en fait, en tant qu'indépendant complémentaire, c'est vrai que vous cotisez déjà pour vos droits sociaux en tant que salarié. Et en fait, quand on est indépendant, moi j'aime bien utiliser le terme de cotisation de solidarité. En fait, quand on est indépendant complémentaire, on cotise pour le système, on cotise pour le système des indépendants. Et donc, on a vu avec le Covid que les indépendants avaient droit à des droits passerelles. C'est notamment grâce à vos cotisations sociales en tant qu'indépendant complémentaire que vous financez le système des indépendants. Et donc, non, ça ne se cumule pas. En fait, en tant qu'indépendant complémentaire, vous cotisez pour vos droits sociaux en tant que salarié. C'est ça. Donc, vous n'allez pas avoir une couverture malheureusement plus grande que les autres. Et alors, on a une dernière question de Aminata. Est-ce que ça signifie que si on veut… Oui, ça c'est pour avance, domicilier. Donc, elle avait une question, tiens, en personne physique ou en société, le domicile, comment ça se passe? Pour tout le monde, en entreprise, en personne physique, son domicile équivaut à son siège social. On n'a pas le choix. Tandis qu'en société, on peut choisir où est-ce qu'est établie notre société et donc décider du siège social. Et donc ici, elle demande, est-ce que on peut domicilier sa société ailleurs qu'à son domicile? Oui, puisque, comme je viens de dire, la société, voilà, vous choisissez où est-ce qu'elle est établie et l'adresse de la société n'a rien à voir avec votre domicile. Si vous décidez que votre société est établie à votre domicile, eh bien, ce sera la même adresse, mais en tout cas, il n'y a pas de lien direct. C'est ça. Et en personne physique, son adresse légale est toujours là où vous êtes domicilié. Votre siège social, votre adresse légale est toujours là où vous êtes domicilié à la commune. Voilà, au niveau du statut social, je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à y répondre. Voilà, il y a peut-être Laurence qui dit, tiens, en entreprise, en personne physique, si mon domicile change, est-ce que je dois payer quelque chose, François? Alors, le changement de votre adresse légale, ça se fait automatique dans nos services. Par contre, si votre adresse de votre unité d'établissement diffère de votre… oui, il faudra en fait payer, oui. Pour faire simple, je vais aller plus vite. Il faut en fait, quand vous changez l'adresse de votre unité d'établissement, qui est donc l'endroit où vous travaillez, c'est non officiel, il faut passer par un guichet entreprise et donc payer, oui, ça coûte pour l'instant 101 € pour modifier, donc changer son adresse d'unité d'établissement. Voilà, et donc si jamais vous savez que vous allez déménager dans quelques mois, dites-le bien au guichet d'entreprise pour qu'ils puissent déjà mettre la future adresse à cet endroit-là en fonction des mois. En tout cas, voilà, dès que vous savez quelque chose comme ça, prévenez le guichet d'entreprise pour qu'ils puissent adapter et vous conseiller au mieux. Voilà. Alors, on va passer maintenant au business plan, le plan d'affaires. Qu'est-ce que c'est? Dans quel cas en faire un? Il y avait tout à l'heure une question, j'y avais répondu par écrit, mais une question voilà, de quelqu'un qui disait justement, est-ce que je dois faire pour une entreprise en personne physique, est-ce que je dois faire un plan financier avec le comptable? C'était une question de Laurence. Et bien voilà, on va voir ça ensemble maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est un business plan, un plan d'affaires? Et pourquoi en faire un? Tout d'abord, ça va être un dossier qui va servir à la fois à expliquer tout votre projet, à montrer s'il est viable financièrement. Il va permettre de rassurer certains investisseurs si vous voulez par exemple faire un prêt à la banque. Il va permettre à un propriétaire, si vous avez un loyer auprès de lui, de pouvoir rassurer sur la durabilité de votre business. Donc voilà, c'est un dossier qui reprend deux parties. La première partie, c'est la partie qualitative. Donc c'est là où vous allez expliquer, tiens, qui je suis, pourquoi est-ce que je suis la meilleure personne pour faire ce que je vais faire, quel est mon projet, à qui je vais proposer cette activité, quels sont mes clients, quels sont mes fournisseurs, où est-ce que je vais m'implanter, dans quel local, pourquoi est-ce que j'ai choisi de m'implanter là.
quelle est ma concurrence, etc. Donc vraiment, toute votre stratégie, votre projet, ça va être tout ce qui va concerner la partie qualitative. Et la partie quantitative, eh ben, ça va être vraiment un fichier Excel, le dossier financier, soit fait par un comptable, soit on peut également vous aider en interne chez UCM. Et là, on va vraiment mettre dans ce plan financier, eh tiens, quels sont tous vos coûts pour pouvoir démarrer et comment faire pour être viable sur du long terme. Alors, pour la partie qualitative, on va utiliser un outil, notamment ce qu'on appelle le Business Model Canva. On peut vous aider également à faire ça. Et donc, le Business Model Canva, c'est un outil où on va remplir et réfléchir avec vous pour vous aider à structurer votre activité pour savoir au mieux remplir un business plan. Et la partie financière, là, ça va vraiment être notamment ce tableau-ci qui est un compte de résultats. Dans le compte de résultats, vous a donné un exemple d'entreprise en personne physique à gauche et à droite en société. Eh ben, en entreprise en personne physique, vous allez avoir le chiffre d'affaires de votre activité, donc c'est-à-dire tout ce qui rentre comme argent dans votre activité. Disons que vous avez 50 000 € par an de chiffre d'affaires, mais que vous avez dû acheter certains produits pour pouvoir avoir ce chiffre d'affaires. Vous allez retirer les achats. Vous allez retirer tous les services et biens divers, c'est-à-dire vos frais de déplacement, votre loyer, votre Internet, votre téléphone, etc. Vous allez retirer vos cotisations sociales. Vous allez diminuer aussi du frais de personnel, etc. si vous en avez. Et puis, ensuite, vous allez payer l'impôt. Et puis, ce sera dans votre poche ce qui reste. En personne morale, en société, la différence, ça va être que la poche à la fin, ce sera la poche de la société, si on peut dire. Vous, pour vous rémunérer, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir vous verser une rémunération. Et sur la rémunération qui est en bleu que vous allez vous verser, c'est à cet endroit-là que vous allez payer des cotisations sociales. Et donc, quand on est en société, on est soumis à l'impôt des sociétés et on peut également faire des dividendes ou d'autres arrangements fiscaux qui n'est pas possible en entreprise, en personne physique. Alors, j'ai une question de Virginie qui dit « Est-ce qu'une entreprise en personne physique, c'est aussi valable pour les indépendants complémentaires ?» Oui. Non, super, j'allais répondre. On va vraiment parler de la forme juridique, c'est-à-dire que complémentaire au principal, c'est ce dont François vous a parlé, c'est le statut social, comme chômeur, employé, salarié, étudiant. Entreprise en personne physique, c'est vraiment la forme que vous allez faire. Donc, est-ce que vous allez être en entreprise individuelle, c'est une entreprise en personne physique, ou en entreprise en personne morale, une société, SRL, SA, ASBL, etc. Donc, on peut être indépendant complémentaire en entreprise en personne physique, indépendant complémentaire en société. Alors, on a une question de Laetitia qui dit « Est-ce que les montants des formations préalables peuvent-ils être déduits préalablement à l'obtention du numéro BCE ?» Oui, vous pouvez déduire là maintenant, si vous faites des frais pour votre société ou votre entreprise en personne physique, j'invente, vous achetez un ordinateur maintenant pour déjà pouvoir commencer tout votre projet, eh ben, gardez bien toutes ces factures et tous ces frais parce qu'ils vont pouvoir être rentrés dans votre comptabilité jusqu'à 6 mois, on dit même 2 ans avant l'entrée en service. Tout doit pouvoir être justifié. Si vous gardez dans vos frais un voyage à Bali, a priori, c'est difficilement justifiable, sauf si vous êtes par exemple cinéaste et que vous faites un voyage à Bali pour faire un film là-bas. Mais donc, voilà, tout doit être justifié, mais gardez bien toutes les pièces justificatives des frais que vous faites déjà actuellement. Autre question, si vous n'avez pas l'intention de vouloir contacter des investisseurs, d'avoir un local, etc., est-ce qu'il faut faire un business plan? Eh bien, un business plan, on n'est pas obligé d'en faire un si on se lance en entreprise en personne physique. En société, c'est obligatoire d'apporter un plan financier chez le notaire. Ce n'est pas obligatoire, donc, mais pour la personne physique, mais on vous le propose quand même et vous allez pouvoir le faire de différentes ampleurs. Dans le sens que si vous vous lancez en tant que consultant RH, un business plan va être beaucoup plus rapide à faire que si vous lancez à nouveau un commerce. Un commerce qui est beaucoup plus complexe et on vous invite grandement à faire un business plan. Donc, dans tous les cas, entreprise en personne physique, ce n'est pas obligatoire. Société, c'est obligatoire. Mais pour tout le monde, on vous invite au moins à vous poser les questions de base, c'est-à-dire qu'est-ce que je propose, quelle est mon offre, à qui, quels sont mes clients, qui sont mes concurrents, comment est-ce que je me positionne vis-à-vis d'eux, quels sont mes prix, quels sont mes coûts, quels sont mes frais.
Ces questions de base, tout le monde doit se les poser, que vous fassiez un business plan ou pas. Alors, je ne réponds pas à cette question-là maintenant parce que ce n'est pas opportun pour maintenant. Alors, dans la rédaction du plan d'affaires, Benita, oui, le UCM peut vous aider. Et alors, combien ça coûte? Ça va dépendre du projet. A priori, c'est gratuit pour la plupart des projets. Le plan financier peut être payant en fonction de là où on va vous aider. Donc, on va vous parler un peu des accompagnements à la fin et on pourra voir ça ensemble. Alors, Aminata nous demande jusqu'à combien de temps on peut garder ces biais justificatifs. Donc, je disais de 6 mois à 2 ans, dans le sens que on peut légalement, jusque 2 ans avant son activité, pouvoir justifier des frais. Mais certains contrôleurs vont vous embêter, vont vous demander beaucoup plus de justificatifs pour vérifier que ces frais incombaient bien à votre activité. Mais légalement, c'est 2 ans. Et autre question, oui, on aide à la réalisation des plans d'affaires. Voilà, François, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Je pense que j'ai tout répondu. Merci. Alors, on va passer maintenant en tant qu'entreprise de demain. Donc là, vous comptez a priori démarrer ici en 2023. Et donc, vous êtes dans une situation actuelle. On a eu une succession de crises, que ce soit la crise Covid, la crise énergétique, la crise environnementale, sociale. On n'arrête pas d'en avoir au fur et à mesure. Je ne vous apprends rien. Et donc, l'objectif, c'est que si vous vous lancez maintenant, ce qu'on vous souhaite, c'est d'être le plus résilient possible et de pouvoir surmonter au maximum toutes ces crises. Ce qu'on vous propose, c'est, concernant la crise environnementale, c'est d'y faire attention dès le début de votre activité, de vous poser les bonnes questions dès le début pour éviter d'être pris de court par les évolutions des réglementations qui vont de plus en plus vite. Alors, comment déjà penser à cette dimension-là? Plusieurs points. Soit vous avez un site, donc un local, un commerce, et là, on vous propose de bien faire attention à tout ce qui est consommation, isolation, etc. Et là, on a un service qui s'appelle le service énergie, qui font des check-up énergétiques gratuits pour vous aider en tout cas à ce que vous ayez une facture énergétique la plus faible possible et donc avoir un impact environnemental plus faible également. Mais c'est vraiment indispensable à l'heure actuelle de faire attention à ces points-là. Une autre façon, c'est de voir entre entreprises comment vous pourriez partager des choses ou mutualiser des choses. On a par exemple des personnes, là je voyais qu'il y avait des personnes qui se lançaient dans les soins de santé. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour vous de directement louer un cabinet alors qu'au début, vous allez peut-être avoir peu de patients par semaine? On a des initiatives à Bruxelles où vous pouvez louer à l'heure les cabinets ultra équipés. Donc, l'idée, c'est de réfléchir, mais tiens, comment est-ce qu'on peut mutualiser, que ce soit aussi des camionnettes, des voitures, comment est-ce que vous pouvez partager pour essayer de diminuer vos coûts au maximum et en même temps votre impact environnemental. Troisième conseil, c'est concernant vos achats. En tant qu'indépendant, quand on se lance, on a envie, on est excité, on a envie directement, ben voilà, on achète, on prend des cartes de visite, on prend des flyers, on fait un site internet, on achète. Et parfois, on fait plein de dépenses sans finalement avoir réfléchi à la base, mais tiens, qu'est-ce que j'ai réellement besoin? Et donc, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte la durée d'utilisation de chaque achat, son impact sur l'environnement, son budget, et de réfléchir à toutes ces choses-là avant d'effectuer des achats qui, après, en fait, n'étaient pas tout à fait utiles. Et dernier point concernant l'environnement, on a actuellement de plus en plus de clients qui ont un intérêt sur la transparence que vous allez faire. On n'est plus dans les entreprises d'avant où on faisait des pubs un petit peu mensongères, comme vous pouvez connaître, les pubs vanissent et les tâches s'évanouissent. Maintenant, on est vraiment dans une transparence vis-à-vis du client. Et donc, dernier point ici qu'on vous conseille, c'est au niveau de votre communication, d'avoir la communication la plus responsable possible. Et UCM, gratuitement, peut vous aider sur tous ces points-là
au niveau de l'environnement. On a un subside de Bruxelles Environnement et donc on peut vous aider sur toutes ces matières gratuitement. Alors, j'en viens à la question de Laurence qui demande justement, mais tiens, en termes de subsides, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Eh bien, on va aborder cette matière justement maintenant. Voilà. Alors, en termes de sources de financement, à Bruxelles, qu'est-ce que vous avez? Alors, ici, on en cite quelques-unes. Il n'y a pas que ça. On a toutes les aides de Bruxelles Économie Emploi. On a notamment les aides à l'exportation. Donc, justement, quelqu'un parlait tout à l'heure de vouloir être présent sur des salons, des foires à l'étranger. Eh bien, regardez dans tout ce qui concerne les aides à l'exportation si vous pouvez en avoir par rapport à ce que vous souhaitez faire. Si vous avez un projet qui est innovant, que vous voulez lancer quelque chose qui n'existe pas, un produit innovant, il y a des aides à l'innovation. Si vous avez pas mal d'investissements à faire, que ce soit au niveau d'une camionnette, au niveau d'aménagement d'un bâtiment, etc., eh ben, la région peut vous aider jusqu'à 40% du montant de votre investissement. On a des aides à la consultance. Les aides à la consultance, vous pouvez vouloir avoir quelqu'un qui va faire votre site internet, quelqu'un qui va vous aider sur les dimensions. Voilà, dans la consultance, il y a vraiment plein de possibilités. Et puis, on a des aides à la formation. Vous souhaitez vous former dans certaines choses. On a aussi des aides de la région bruxelloise qui peuvent vous aider. Alors, on a directement une question de Virginie qui dit, mais tiens, si je suis domiciliée en région flamande et que donc mon siège social aussi y est puisque je suis en entreprise en personne physique, et est-ce que mon espace pro qui se situe sur Bruxelles, est-ce que je peux bénéficier des primes bruxelloises? Alors, ça concerne tout le monde ici, dans le sens que il n'y a pas une réponse que je peux vous donner qui est claire, Virginie, parce qu'en fait, chaque aide a sa propre réglementation, a ses propres règles. Donc, je vais vous mettre juste après ici le moteur de recherche et le site du 18-19. François vous l'a d'ailleurs déjà mis dans le chat. Je vais le remettre. Qu'on peut remettre aussi le site de Soldifine avec les bons financements. Mais donc, à chaque fois, chaque aide a ses critères. Et donc, si vous voulez, par exemple, une aide pour faire un site web, eh ben, vous allez voir ces critères. Et s'il est marqué que vous avez votre siège d'exploitation qui est en région bruxelloise, mais que votre siège social est en région flamande et que ça rentre dans les critères, eh ben, vous pouvez. Donc, voilà, chaque aide a ses propres critères. Maintenant, si votre activité est à Bruxelles, logiquement, vous avez accès aux aides de la région. Par contre, les aides d'Actiris, ici, il va s'agir des personnes qui sont domiciliées, puisqu'il il s'agit de sa personne et pas de son entreprise, en région bruxelloise et qui sont demandeurs d'emploi. Et là, vous pouvez avoir accès, par exemple, à la prime indépendant pour pouvoir vous lancer des 4 700 €. Ça, c'est une prime que Actiris propose à toutes les personnes demandeurs d'emploi avant de se lancer. On a aussi le tremplin indépendant dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui, mais qui vous permet de continuer à recevoir vos allocations de chômage tout en commençant à travailler comme indépendant complémentaire. On a des aides de Bruxelles Environnement. Je vous ai parlé tout à l'heure des aides de l'énergie avec les check-up énergétiques, mais on a aussi des aides à la rénovation. On a de plus en plus de budget pour ça. On a des primes communales aussi. Il y a certaines communes qui favorisent que des commerces s'installent chez eux et donc qui offrent des primes supplémentaires. Et puis, on a des aides à l'innovation faites par Innoviris. Et puis, on a à droite, je vous ai mis 3 petits logos. Ce sont plutôt des appels à projets. Donc, tout ce qui est aide dont je viens de vous parler sont des aides structurelles qui ont lieu chaque année et à tout moment. Et puis, on va avoir des appels à projets comme Bicircular, OpenSoon, Village Finance, qui sont des subsides qui sont octroyés qu'une seule fois par an et auxquels il faut faire tout un dossier pour pouvoir avoir ce subside. Bicircular, on peut aller de 80 000 à 200 000 € de subsides, donc ce sont vraiment des très gros montants. Village Finance, ça va être de l'ordre de 5 000 €. OpenSoon, ce sont pour les commerces. Donc là, ce sont des appels à projets bien spécifiques en fonction des secteurs. Voilà. Donc, on vous a mis ici les moteurs de recherche Solidifine et 1819 où vous pouvez chercher ces subsides. N'hésitez pas à poser des questions directement à 1819 aussi ou à revenir vers nous pour qu'on puisse vous aider sur ces matières-là.
Alors, petite question concernant le business plan. Voilà, j'y ai répondu tout à l'heure. En personne physique, ce n'est pas obligatoire, mais pour les primes, est-ce obligatoire? Oui. Souvent, chaque prime va vous demander en tout cas un dossier. Alors, est-ce que ça va être votre business plan tel quel? Pas tout à fait. Souvent, ils vont avoir leurs propres règles, mais quand on a déjà fait un business plan, eh ben, ça permet du coup de pouvoir repiocher tout ce qu'ils demandent et de refaire un dossier sur base du business plan qui a déjà été fait. Donc, c'est plus rapide. Et puis, on a une question de Laetitia qui dit, tiens, la prime indépendant ou l'avantage tremplin, quels sont les montants? Est-ce que le paiement est fait en une fois ou est-ce que c'est un étalement? Alors, première question, la prime indépendant, la prime des 4 700 €, c'est un montant qui est donné donc, pour les demandeurs d'emploi qui sont suivis par une structure d'accompagnement et c'est un montant qui va être étalé, je pense, en 4 tranches. L'avantage tremplin, là, ce sont vos allocations de chômage, donc elles tombent tous les mois. Donc là, je ne sais pas vous dire vos montants puisque ça dépend de chaque personne. Ici, c'est le montant de vos allocations de chômage. Pour répondre à Pauline, ouais. Une couveuse d'entreprise ou une coopérative d'activité, à Bruxelles, c'est a priori des coopératives d'activité comme Job Yourself, DS. Et là, du coup, c'est différent. Ils ne vous donnent pas de soutien financier, mais plutôt du soutien en compétences, au niveau moral, etc. Ils vont vous aider, vous coacher au quotidien. Et donc, là, c'est différent. Alors, justement, la question de Pauline, tiens, est-ce que c'est possible d'être indépendant complémentaire tout en recevant le chômage? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un job à côté? François, est-ce que tu peux répondre à cette question-là? En fait, il faut en fait demander l'autorisation à l'ONEM. Et donc, en fait, vous avez le droit d'être indépendante complémentaire et vous vous engagez toujours à chercher un travail sur le côté. Donc, en fait, vous avez des limitations d'heures auxquelles vous pouvez travailler en tant qu'indépendante. Mais d'un côté, il faut s'engager en fait à continuer à chercher un travail pendant la journée, pendant la semaine, pardon. Donc, voilà. Voilà. Donc, on peut être complémentaire du chômage. Donc, il ne faut pas avoir le chômage, le job de salarié et l'indépendant. Petite question de Davidé concernant la prime indépendant. Est-ce qu'elle peut valoir pour un consultant en tant que personne physique? C'est une bonne question. Je ne pense pas, Davidé, mais il faudrait vérifier auprès d'un GEL. Donc, un GEL, c'est un guichet d'économie locale. Je peux vous mettre ça aussi dans le chat. Ils sont au nombre de 5 à Bruxelles et ce sont ces structures-là qui peuvent vous aider pour obtenir la prime. Alors, Pauline, donc, si vous êtes en avantage tremplin, c'est que vous bénéficiez d'allocations de chômage. Sinon, vous n'êtes pas au chômage. On est soit demandeur d'emploi, et là, ça veut dire qu'on demande de l'emploi, mais qu'on n'a pas de chômage, soit on est chômeur, demandeur d'emploi, ça veut dire qu'on bénéficie d'allocations de chômage. Si ce n'est pas votre cas, l'avantage tremplin ne sert à rien, puisque si vous n'avez pas d'allocation de chômage, ça ne sert à rien d'être en tremplin chômage. Dans votre cas, alors, il faudra demander la prime indépendant des 4 700. Sauf que dans mon souvenir, Pauline, vous habitiez en région wallonne, donc vous êtes auprès du Forum et pas auprès de Actiris, donc ceci ne vous concerne pas. Il faut regarder, en Wallonie, vous avez la prime Airbag, qui est une autre prime du coup pour les Wallons. Malheureusement, en Belgique, on fonctionne par région, et donc c'est un petit peu différent. Alors, autre question en disant, tiens, François, si on ne touche pas de chômage, qu'on ne travaille pas, est-ce que c'est possible de devenir indépendant complémentaire? Eh bien, la réponse est non, parce qu'en fait, quand on est indépendant complémentaire, c'est parce qu'on cotise dans un autre régime. Donc, si vous venez dans nos bureaux, on va toujours vous demander, on va vous poser des questions au moment de votre affiliation. Et si on s'aperçoit que vous ne cotisez pas pour vos droits sociaux dans un autre régime, vous serez donc ainsi considéré comme indépendant principal. Donc voilà, pour faire simple, la réponse est non. Voilà. Donc, on voulait terminer aujourd'hui par vous présenter les différentes démarches administratives à faire pour vous lancer. On va commencer ici par l'entreprise en personne physique. Donc, le parcours, si vous voulez vous lancer bientôt, qu'est-ce qu'il faut faire, François? Eh bien alors,
quand vous souhaitez vous lancer, vous dites ça y est, j'ai envie de me lancer. D'abord, on s'appelle, on échange par mail et on vérifie les conditions qu'on a énoncées au début de la séance d'information. Et puis après, en fait, quand on dit OK, on vous donne le feu vert, eh bien, on vous reçoit dans nos bureaux. Vous pouvez également vous inscrire en ligne, via notre boutique en ligne. Et j'ai mis le lien de la boutique en ligne dans la conversation parce que je pense que c'était Davidé qui a posé la question. Eh bien, en fait, on fait ce parcours avec vous. Vous voyez qu'en fait, quand le parcours est fini, vous êtes indépendant, vous avez tout fait dans les normes et vous pouvez vous lancer. Et notamment, ben voilà, on vous octroie un numéro d'entreprise, on vous octroie un numéro de TVA si votre activité nécessite d'être assujetti à la TVA. Et également, on vous affilie à la caisse d'assurance sociale. Voilà, j'ai fait les 3 points principaux. Vous voyez qu'il y a d'autres points qui s'affichent à l'écran parce qu'en fait, chaque cas indépendant est particulier. Et donc, on analyse vraiment bien votre profil et on fait avec vous donc les démarches qu'il faut. Donc voilà, vous voyez que c'est toutes les démarches, une synthèse, mais voilà, c'est ça qu'on fait ensemble pour vous lancer en tant que personne physique. Et également, on peut voir, ouais, voilà. Donc vous voyez que ensuite on passe au parcours en passage en société. Vous voyez qu'il y a plus d'étapes. Vous voyez qu'il y a plus d'étapes en amont avant qu'on ait la chance de vous voir dans notre bureau. Donc là, je pense que Delphine, tu as besoin, envie de dire quelque chose. Mais dans tous les cas, voilà, il y a plus d'étapes en société. Delphine, ton micro est éteint. Voilà. Donc, concernant la société, on l'a vu, il faut faire un plan financier. Ce plan financier va devoir être donné lors de l'acte constitutif chez le notaire, donc les statuts. Ensuite, le compte professionnel, on avait eu une petite question là-dessus tout à l'heure, j'avais répondu par écrit, François, mais quelqu'un demandait, tiens, quand faire un compte professionnel, est-ce que c'est obligatoire? Alors, en société, c'est obligatoire d'avoir un compte professionnel. En entreprise en personne physique, c'est obligatoire de donner un compte aussi. Maintenant, c'est à vous de choisir si vous donnez votre compte privé ou pas. Nous, ce n'est pas ce qu'on vous conseille. On vous conseille d'avoir un compte qui sera propre à votre activité, faire en sorte que vous allez avoir vos extraits de compte qui sera en rapport qu'avec votre activité et pas vos vacances, vos courses, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on vous conseille en tout cas en entreprise, en personne physique comme en société, d'avoir un compte qui va être dédié à cette activité-là. Ensuite, n'oubliez pas qu'il faudra passer, comme vient de le dire François, auprès du guichet d'entreprise pour effectuer toutes les démarches suivantes. En société, c'est pareil. On va juste avoir ces 5 premiers points qui vont différer de l'entreprise en personne physique. Et dernier petit point qui va différer, c'est par rapport au point 8. En société, pour pouvoir vous rémunérer, vous allez devoir faire des fiches de paye et donc il faudra vous affilier auprès d'un secrétariat social. Voilà. Alors, donc, juste petit point pour Virginie. Je sais bien que les informations viennent d'eux, mais je le disais pour tout le monde, de toujours bien vérifier auprès de l'ONEM au cas par cas, parce qu'on a déjà eu des personnes qui, on leur a refusé des allocations de chômage. Or, ça faisait plus de 3 mois qu'ils étaient en indépendant complémentaire. Et donc, je précisais bien juste de toujours avoir un écrit de leur part pour ne pas avoir de soucis. Durant le Covid, on a eu beaucoup de clients qui sont revenus vers nous en disant que l'ONEM avait refusé leur passage. Donc, voilà, vérifiez bien une fois, 2 fois qu'une, malheureusement. Alors, on a encore une petite question. François, je ne sais pas si tu as déjà regardé, 2 questions, Ouais. 3 questions. Alors, est-ce que l'étudiant indépendant, tu peux prendre la slide peut-être pour en dire un petit peu plus sur l'étudiant indépendant pour Charlotte. Étudiant indépendant, en fait, c'est un statut depuis 6 ans qui existe et vous devez faire en fait les mêmes démarches, respecter les mêmes conditions qu'un indépendant classique, sauf que vous, voilà, vous avez en fait, en tant qu'étudiant indépendant, l'État se dit que en dessous des 7329, d'ailleurs j'ai été voir le montant de 2022, il faudrait le mettre à jour, en dessous des 8200 de revenus, vous ne devez pas payer de cotisation sociale. Donc c'est entre guillemets un cadeau que l'État vous fait. L'État est content de voir un jeune se lancer, un jeune qui étudie, un jeune qui suit une formation des études de l'enseignement supérieur. Et donc voilà, en fait, il y a un contrôle qui est fait. Quand un indépendant étudiant vient dans le bureau, eh bien, on vérifie qu'il a donc entre 18 ans à 25 ans. Je ne sais pas si c'est votre cas, Charlotte Mallet. En tout cas, on vérifie votre âge, on vérifie que vous avez donc bien entre 18 ans et 25 ans, que vous suivez un enseignement dans un établissement reconnu. Donc là, on vous demande, en fait, on vous envoie un document PDF
à faire signer par votre école et sont au courant. Les écoles connaissent, ils savent, ils connaissent ce statut. Et donc voilà, et on vous explique qu'en dessous des 8 000 € par an, on peut être exonéré de cotisation sociale. Mais les obligations pour s'installer, comme on a dit, sont exactement pareilles. Et donc, aide au financement, oui. On a une autre petite question de... Ah non, tu voulais répondre pour les aides au financement, c'est ça? Ouais, je disais que peut-être que toi, Delphine, peut-être tu saurais répondre. Alors, les aides au financement, ça revient au même. Il n'y en a pas des spécifiques pour les étudiants, si ce n'est celle dont François vient de parler par rapport aux cotisations sociales. Alors, il y avait une question de Benita. Pour toi, François, pour les personnes ressortissant hors espace économique européen, est-ce qu'il faut une autorisation préalable auprès de la région bruxelloise? Oui, en fait, il faut, et là, ce sera, donc vous pourrez m'envoyer votre titre de séjour hein, sur l'adresse mail qu'on va indiquer. Je vous propose de vous envoyer votre titre de séjour, parce qu'en fait, toute personne qui n'est pas ressortissante du triple espace économique européen doit demander, sauf cas de dispense. C'est pour ça que moi, je vous invite à m'envoyer votre titre de séjour. On s'appelle pour en discuter, et en fait, il faudra peut-être demander une carte professionnelle. Donc, en fait, c'est une autorisation. C'est toute personne qui souhaite se lancer comme indépendant doit faire une demande de carte professionnelle. Et donc, ça, c'est le guichet entreprise. On fait ça ensemble. Je vous enverrai la liste des documents à avoir. C'est un rendez-vous. Et comme ça, nous, on enverra votre demande à la région bruxelloise. Et c'est la région bruxelloise qui décide, en fait, ou pas de vous octroyer une carte professionnelle. Donc, voilà. Alors, il y avait une autre petite question aussi qui est de dire combien de temps ça met pour avoir une entreprise en personne physique. Mais donc, vous l'avez vu via cette checklist, en fait, si vous prenez rendez-vous auprès de notre guichet d'entreprise et que vous avez le rendez-vous, en 1h30, François et ses collègues vous aident à avoir votre numéro d'entreprise et vous ressortez de là en pouvant facturer, en pouvant démarrer votre activité. Donc, c'est très rapide. Vous pouvez le faire soit en ligne, soit en rendez-vous. Et le jour même, en rendez-vous, vous aurez tout. Si vous avez bien évidemment amené tous les documents nécessaires, vous avez votre numéro d'entreprise et vous pouvez démarrer. Et donc, en conclusion, UCM, on est à vos côtés pour plusieurs choses. Si vous réfléchissez encore à votre projet, vous ne savez pas encore exactement comment le structurer, etc., ça va plutôt être mon département avec les conseillers en création d'entreprise qui vont vous aider. Si vous désirez vous lancer, que vous êtes prêt, vous voulez votre numéro d'entreprise, vous créez votre société, faites appel à François et son équipe pour le guichet d'entreprise et vous pouvez du coup obtenir toutes les informations auprès d'eux. Si vous êtes indépendant, que vous avez à un moment donné, vous devenez papa, vous avez besoin d'un congé de paternité ou quoi, ce sera la caisse d'assurance sociale qui va traiter tout ce qui concerne le statut social de l'indépendant. Si un jour vous désirez engager du personnel, ça va être le service J'engage du secrétariat social qui va s'occuper de vous. Et si un jour vous désirez transmettre votre entreprise, ça va être à nouveau les services consultance du développement économique qui vous aideront. Donc UCM, vous voyez, on est à vos côtés à plein de moments et aussi on a un mouvement de défense, UCM Mouvement, qui vous accompagne au quotidien et vous représente au niveau du groupe des 10. On va faire en sorte de faire évoluer le statut social du travailleur indépendant, mais aussi d'essayer de gagner certains combats, comme François l'avait nommé tout à l'heure, le droit passerelle durant le Covid, mais aussi le congé de paternité qui passe en 4 semaines. Voilà, on va vraiment faire évoluer ce statut. On a parlé de la pension aussi qui était équivalente à celle des salariés maintenant. Donc, au fur et à mesure, on fait évoluer le statut grâce à ce mouvement de défense. Et enfin, on a notre réseau Diane, qui est un réseau d'entrepreneurs féminins. Donc, pour toutes les femmes ici présentes qui voudraient être accompagnées d'autres femmes pour vous booster un petit peu et pouvoir partager sur votre entreprise, c'est le réseau Diane. François a directement mis du coup dans le chat ou va mettre dans le chat le lien vers le réseau Diane. Alors, on a encore quelques petites questions, notamment celle de Davidé qui dit pourquoi est-ce qu'il vaut mieux un compte bancaire pro, même en tant que personne physique. C'est l'exemple dont je vous donnais tout à l'heure. En fait, si vous avez votre compte bancaire où vous avez vos activités d'indépendant, mais aussi vos vacances, vos courses, votre compagne avec toutes ses dépenses, vos enfants, etc., en cas de contrôle fiscal, vous allez avoir difficile à dépatouiller, de dire qu'est-ce qui fait partie de votre entreprise en personne physique
et qu'est-ce qui fait partie de votre vie privée. Donc, le plus simple pour éviter qu'un contrôle fiscal se passe mal, c'est que vos extraits de compte soient les plus clairs possibles. Et pour nous, ça passe par un compte dédié à cette activité-là. Autre question de Laurence qui dit s'il souhaite devenir indépendant le 1er avril, est-ce qu'il est possible de déjà faire toutes les démarches, mais d'activer mon numéro BCE et TVA au 1er avril, François? Oui, on peut s'inscrire dans le futur. Et donc voilà, vous pouvez très bien venir dans nos bureaux et on indiquera donc la date de début. 1er avril, c'est pas une blague, mais oui, on pourra le faire. Mais donc voilà, vous inscrire dans le futur, on peut également le faire. Vaut mieux être prévoyant, vaut mieux s'inscrire à l'avance que s'inscrire en retard. Donc voilà, c'est une très bonne idée de faire ça en avance. Une autre question de Laetitia qui dit qu'elle a déjà eu un numéro d'entreprise dans le passé et puis elle a eu une fin d'activité. Est-ce qu'elle peut réactiver ou est-ce qu'elle devra recréer un nouveau numéro? Oui, en fait, une carrière, c'est 42 ans, donc ça arrive que parfois on doit arrêter nos statuts pour avoir un autre statut. Et donc, si vous recommencez une activité d'indépendante, on va donc réactiver, comme j'ai fait ce matin avant la séance d'information. J'ai réinscrit une indépendante qui avait été indépendante par le passé, il y a 4-5 ans, et donc vous aurez le même numéro. Donc, notre mission, ce sera de réactiver le numéro que vous connaissez déjà. Et encore une autre question de Aminata qui dit comment prendre connaissance des codes d'activité afin de pouvoir choisir ceux qui nous concernent le mieux. Et donc, alors, c'est notre mission, c'est notre job. Et donc, en fait, quand on vous retourne dans nos bureaux, eh bien, on le sait déjà parce qu'on a téléphoné, mais donc, en fait, on prépare le rendez-vous en ayant préparé les codes. Donc, c'est un dialogue. Et donc, pendant le rendez-vous, on parle et donc, on regarde ensemble les codes qui pourraient vous correspondre le mieux. Donc, on aurait déjà fait un peu en amont lors du rendez-vous. Donc, c'est ensemble qu'on choisit les codes. Et c'est notre rôle à nous de faire en sorte que votre activité soit le plus fidèlement retranscrite par les codes NAS. Code NAS ED. Voilà, donc concrètement, 2 services, le guichet d'entreprise à droite, vous avez l'adresse ge.bxlatucm.be et le numéro de téléphone pour appeler François et toute son équipe qui pourront vous aider du coup à vérifier votre diplôme, à vérifier votre carte professionnelle, à fixer avec vous un rendez-vous pour obtenir un numéro d'entreprise, à répondre à vos questions en termes de statut d'étudiant, etc. Question de TVA également. Donc, vous pouvez prendre note de ces coordonnées pour reprendre contact avec François et son équipe. Et si par contre, vous êtes dans un stade un peu plus précoce, que vous avez encore besoin d'aide pour structurer votre projet, faire un business plan, et bien là, je vous invite, ou réfléchir à l'environnement, je vous invite à prendre contact avec moi via mon adresse email et mon numéro de téléphone que je vous ai mis également ici. Voilà. Encore une petite question. Aminata demande, est-ce que le rendez-vous se prend donc par mail avec vous? Est-ce que c'est bien ça? Alors, vous pouvez très bien envoyer, donc, si vous voulez un rendez-vous, envoyez donc un mail sur ge.bxl, la fiche, qui est l'adresse qui se met en bas à droite. Et comme ça, on vérifiera premièrement les conditions, que vous respectez bien les conditions. Et puis après, voilà, on s'appelle et on fixe le rendez-vous pour venir, que vous vous inscrivez, donc, et que vous deveniez indépendante. Voilà. Et donc, juste avant de pouvoir fixer le rendez-vous, vous devez avoir envoyé du coup votre diplôme et les différentes choses. Mais donc, en effet, Aminata, vous pouvez commencer par un email ou un appel. C'est comme vous voulez. Ils vous répondront dans les 2 cas en fonction de la charge de travail. Peut-être que l'email passera plus facilement que l'appel. Ça dépend des périodes. Alors, combien coûtent les services d'accompagnement? Non, les services et les accompagnements. Alors, Louise, concernant les services, ici on a la checklist. Par exemple, François, vous avez parlé tout à l'heure de la création d'un numéro d'entreprise ou la modification d'un numéro. Ça coûte 101 €, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans tous les guichets d'entreprise. Concernant l'accompagnement pour la structuration de votre projet, là, il est gratuit parce qu'il est subsidié par Bruxelles Environnement, puisque l'idée, c'est dans tout l'accompagnement, de vous faire réfléchir aussi à votre impact environnemental, en plus des autres sujets à réfléchir. Et donc, c'est un accompagnement qui est gratuit. Voilà. Alors, on vous propose de terminer par ça. François, on ne l'a pas mis à jour. Ouais, c'est une erreur de part. Donc, je vais vite envoyer alors.
activité. Oui, en tout cas, de toute façon, il vous a déjà mis le réseau Diane en chat, dans le chat. Mais ici, on vous met aussi finalement, peu importe qu'elle soit passée, quelques exemples, en tout cas, de formation ou de networking qu'on vous propose, que le mouvement UCM vous propose. Donc, toujours intéressant de connaître que ça existe. Et vous pouvez, du coup, via le lien que François vous a envoyé, voir cet agenda, votre agenda complet. Alors, concernant la question de SA, je vous remets le tableau. Donc, il n'y a plus de grosse différence entre la SRL et la société anonyme. On pourra en parler plus en profondeur si vous le souhaitez, si ce n'est le capital de départ. Sinon, on peut maintenant être qu'un seul en société anonyme. Avant, on devait être plus pour pouvoir la créer. Et donc, il n'y a plus de grosse différence, si ce n'est qu'on peut avoir des rentrées qui sont plus simples en société anonyme qu'en SRL. Habituellement, on vous conseille de démarrer avec une SRL et de garder une société anonyme dans des cas où le projet est vraiment d'une très, très grosse ampleur. Et donc ça, on peut en discuter au cas par cas. Voilà, merci à tous pour votre attention. Si vous avez encore des questions, on reste quelques minutes pour pouvoir y répondre. Et si pas, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous par email ou par téléphone. Et c'est vrai, il y avait Laetitia qui nous avait posé une question, j'avais dit qu'on allait terminer par ça, qui nous avait demandé, mais tiens, comment est-ce que vous vous différenciez par rapport aux autres groupes sociaux? Et c'est notamment parce que nous avons expliqué ici, en fait. Contrairement aux autres groupes sociaux, comme elle avait cité Partena, Certa, etc., notre grosse différence, c'est nos activités de réseautage, nos formations, notre accompagnement et notre mouvement UCM. On est les seuls à pouvoir vous représenter en fait et faire évoluer le statut social. Et donc, disons qu'on va être un groupe qui va être davantage à l'écoute et surtout qui a du poids auprès du gouvernement. Et donc, on fait évoluer le statut social du travailleur indépendant et on vous met à disposition des conseils juridiques, des formations, des événements pour que vous puissiez réussir au mieux. Donc, c'est ça vraiment notre grande force. Merci Laetitia pour le rappel. J'avais oublié de réaborder ce point. Voilà. Et alors, il y a Laurence qui nous demande s'il est possible de changer de guichet d'entreprise en cours de carrière. Tout à fait. Le guichet d'entreprise, vous n'êtes jamais obligé d'aller au même endroit. Le guichet d'entreprise est des opérations, si je peux dire, uniques. Donc, vous pouvez toujours choisir où vous allez. Par contre, en termes de caisse d'assurance sociale, là, François, tu me corriges, mais vous êtes toujours obligé de rester 4 ans dans la même caisse d'assurance sociale. Pareil, pour un secrétariat social, vous êtes toujours obligé de rester 3 ans dans le même secrétariat social. Mais exactement. Le guichet d'entreprise, vous pouvez aller où vous voulez. Si vous êtes actuellement déjà, par exemple, dans un autre groupe social et que vous ne pouvez malheureusement pas quitter parce que vous devez attendre les 4 ans, vous pouvez déjà venir chez nous au niveau du guichet d'entreprise. Il n'y a pas de souci. Ça, vous pouvez le faire. Alors, on a une question d'Aminata qui dit: est-ce que vous avez des adresses de domiciliation de société, s'il vous plaît? Non. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas à vous en donner, pardon. C'est parce que ce n'est pas très légal, en fait, de juste prendre une adresse pour une société. Le mieux, c'est que vous ayez vraiment une activité à cet endroit-là. On a la région qui fait de plus en plus de contrôles sur les fausses boîtes aux lettres, des centres d'entreprise qui ont des centaines et des centaines de boîtes aux lettres, justement, qui font payer les entreprises pour avoir un siège social à un endroit. Eh bien, ce n'est pas légal de faire ça. Le siège social doit être vraiment là où vous avez les documents de la société, où vous avez le siège administratif de la société. Donc, ce n'est pas ce qu'on vous conseille de prendre juste une adresse, une boîte aux lettres quelque part, parce qu'il y a de plus en plus de contrôles depuis 2021. Voilà, merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je vous remets encore ce slide-ci devant vos yeux. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et sinon, bon après-midi à tout le monde. Bon appétit à ceux qui n'ont pas osé manger durant la présentation. Merci à vous et à bientôt. À bientôt.